Bonjour à tous. Bienvenue. Alors bienvenue aux Journées des familles en général et à la conférence pour un diagnostic précis en particulier. Donc vous êtes concernés par la problématique du diagnostic. Il y a beaucoup de représentants de familles qui sont dans la salle et qui sont concernés par la recherche d'un diagnostic précis. Certains d'entre vous ont une suspicion de maladie neuromusculaire, mais sans plus de précision. D'autres ont quelques précisions, mais ne connaissent pas, si c'est le cas, la mutation qui les concerne. Et c'est de tout cela dont nous allons parler, le parcours diagnostique, pour arriver à un diagnostic précis pendant 1 heure. Donc. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter les intervenants. Alors, dans l'ordre d'apparition à l'écran, en tout cas dans l'ordre de prise de parole, Christophe Duguay, directeur des affaires publiques de l'AFM Téléthon. Alors, j'ai dit dans l'ordre. Donc ensuite, ça sera Nicolas Lévy, médecin généticien à Marseille, qui nous parlera de ce que l'on peut attendre des nouvelles techniques, des nouvelles technologies de séquençage à très haut débit, mais aussi les limites, ce qu'on peut en attendre, mais les limitations. Ensuite, ça sera le quatuor, puisqu'il y aura Sharam Attarian, clinicien, neurologue, spécialiste des maladies neuromusculaires et responsable du centre de référence des maladies neuromusculaires que l'on appelle maintenant Grand Sud PACA, PACA Réunion Rhône-Alpes, donc ce grand ensemble-là. Sharam est en poste à Marseille. Paloma Moreno, qui est directrice du service régional de l'AFM Téléthon sur Alsace et Lorraine. Carole André, qui travaille à la direction scientifique de l'AFM Téléthon. Et Claire Bourget, qui représente ici le groupe d'intérêt des myopathies non déterminées. Je l'ai dit correctement. Puisque, vous le savez, au sein de notre organisation, nous avons une organisation thématique par groupe d'intérêt SMA, groupe d'intérêt Duchenne-Becker, etc., etc. Et il y a aussi un groupe d'intérêt des myopathies non déterminées pour porter les problématiques spécifiques. Le temps est compté, donc je n'en dirai pas plus. Et nous allons donc commencer par l'heure. Alors, juste le plan va être très simple. Le retour d'une enquête qui a été faite auprès de la population des malades neuromusculaires non diagnostiqués. Ça sera Christophe. Ensuite, donc, je l'ai dit, deuxième partie, on parlera des techniques de séquençage à très haut débit. Et dernière partie, on parlera du plan d'action que l'AFM Téléthon, en collaboration avec la filière de santé Philnomus, mettent en place de façon à résoudre les problématiques du diagnostic pour tous ceux qui sont quelque part en panne sur le chemin diagnostique. Donc sans plus attendre, Christophe, la parole pour la première partie. Merci beaucoup à tous d'être venus sur cette conférence. Donc, j'espère que vous entendez bien parce qu'on a un écho, on a l'impression d'être au fond d'une caverne. Mais voilà. Alors, je vais vous présenter assez rapidement quelques principaux résultats d'une étude qu'on a conduite l'année dernière sur les malades neuromusculaires qui sont sans diagnostic. Alors, c'est une étude qu'on a conduite auprès de 1500 personnes accompagnées par les services régionaux qui sont sans diagnostic. Il y en a près de 300 qui ont répondu et qui constituent un échantillon très représentatif de ces personnes malades qui n'ont pas de diagnostic. Alors dans ces personnes qui n'ont pas de diagnostic, quand on les interroge, à peu près un quart sont dans une situation où on leur a dit qu'ils ont très probablement une maladie neuromusculaire. Une petite moitié, on leur a dit « vous avez une maladie neuromusculaire, mais laquelle on ne sait pas ». Et puis il y a une personne sur 5 à qui on a dit « vous avez une maladie neuromusculaire, elle fait partie de tel groupe de maladies, par exemple c'est une myopathie des ceintures, mais alors dans les différentes maladies de ce groupe, on n'est pas en mesure de vous dire laquelle c'est ». Le point commun de toutes ces personnes, c'est que, et donc c'est vous pour un grand nombre qui avez répondu à cette enquête, le point commun c'est que ça fait très longtemps que les personnes sont en recherche d'un diagnostic précis pour avoir tout simplement le nom de leur maladie, puisque en moyenne,
sur les personnes interrogées, ça fait 16 ans qu'elles sont dans une attente d'un diagnostic, c'est-à-dire d'avoir le nom de leur maladie. Alors, ce qu'on a constaté aussi, la réponse à cette enquête, c'est que le fait de ne pas avoir un nom précis de la maladie n'empêche pas finalement d'avoir accès, d'une part, au dispositif de prise en charge médicale, puisque, vous voyez, près de 90% des personnes sont bénéficiaires du dispositif des affections de longue durée qui permet les prises en charge à 100%. Et ce taux très élevé correspond à peu près au même taux que ceux qui sont avec un diagnostic précis de maladie neuromusculaire. Il en est de même pour l'accès aux dispositifs liés au handicap. Et on a comparé avec une autre grande enquête qu'on avait faite auprès de 3000 personnes, de personnes neuromusculaires qui ont le nom de leur maladie. Et on constate que ceux qui n'ont pas de nom précis, ils ont le même taux d'accès à une allocation liée au handicap ou même à la PCH, puisque c'est exactement la même chose. Donc là encore, et c'est la première chose qui est intéressante et qui est relativement satisfaisante, le fait de ne pas avoir un nom précis de maladie n'empêche pas l'accès à ces différentes prestations. Alors, on a questionné, on avait posé beaucoup de questions, là je vous montre que simplement quelques résultats, pour savoir, avant que les personnes puissent avoir accès à un neurologue, qui est quand même un premier point pour aller vers un diagnostic plus précis, en interrogeant, en moyenne, ce sont 3,4 médecins qui ont été vus avant d'accéder à un neurologue. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ceux qui ont commencé leur recherche de diagnostic avant les années 90, eh bien, c'était nettement plus de médecins. Donc là, on a une amélioration certaine. Par contre, si on regarde le temps qu'il a fallu à partir du moment où les personnes ont été consulter un premier médecin. Consulter un premier médecin, ça ne veut pas dire le moment où elles ont eu les premiers symptômes. Parce qu'on a attendu, puis on va consulter un premier médecin en disant qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. En moyenne, c'est 1 an et un trimestre qui se sont écoulés avant d'avoir ce premier pré-diagnostic qui dit vous êtes neuromusculaire. Par contre, on a constaté que par rapport à ceux qui avaient commencé cette recherche de diagnostic avant les années 90 et ceux qui ont commencé dans les 10 dernières années, eh bien, ce délai augmente. Ce délai a pratiquement augmenté de 3 mois. Alors, les explications sont sûrement multiples. Probablement, la principale, c'est qu'il y a eu au fur et à mesure des années une augmentation très importante de la connaissance et du coup de la complexité pour pouvoir trouver un bon diagnostic avec, au niveau des cliniciens, de plus en plus de recherche, de difficultés pour pouvoir évacuer toutes les différentes pistes avant de pouvoir réellement se prononcer. Ce qui amène à des multiplications d'actes techniques, d'aide au diagnostic, et puis aussi dans un contexte, vous le savez tous, où les délais hospitaliers ne facilitent pas la rapidité des parcours de diagnostic. Alors chez les personnes sans diagnostic, on a constaté aussi que un peu moins de la moitié, simplement, avaient déjà bénéficié d'une étude génétique familiale. Et on a aussi constaté qu'il y avait à peu près un tiers des personnes qui déclarent que dans leur famille, il y a d'autres personnes qui ont les mêmes symptômes qu'elles. Et pourtant, sur ceux qui nous déclarent que d'autres personnes ont des mêmes symptômes qu'elles, eh bien, dans 4 cas sur 10, il n'y a pas eu d'exploration familiale génétique qui a été faite. Donc c'est un des constats que l'on a pu mettre. Alors, avant l'annonce d'une maladie, de ce pré-diagnostic, en disant c'est probablement une maladie neuromusculaire, là, de façon unanime, très majoritairement, les personnes parlent d'un parcours difficile, et notamment sur la difficulté qu'ils ont eue à certains moments pour que, lorsqu'ils parlaient de leurs symptômes, ils soient crus, avec l'impression de ne pas être crus, avec des moments de découragement et de reprise lorsque les symptômes s'aggravaient. Mais durant toute cette période, très majoritairement, plus des 3/4 disent, malgré tout, on a été bien accompagnés et soutenus par notre famille. On a interrogé aussi l'ensemble des personnes pour savoir quel était leur ressenti, leur sentiment par rapport à un certain nombre de ressentis qu'ils pouvaient avoir sur l'avenir, et en le comparant avec une grande enquête qu'on avait faite en 2015 auprès de l'ensemble de la population de malades neuromusculaires, donc de tous ceux qui ont aussi un diagnostic. Et là, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que
l'envie de se battre contre la maladie, l'envie de se sentir citoyen à part entière, l'envie d'avoir des projets, les taux de réponse sont exactement les mêmes que sur l'ensemble de la maladie. Donc il n'y a pas franchement de différence sur un certain nombre de points. Par contre, il y a des différences qui sont des différences notables sur 3-4 points. Le premier, c'est une bien moindre confiance dans la recherche, parce que quand on n'a pas le nom de la maladie, on a moins confiance que la recherche pourra permettre de la guérir. Un sentiment d'injustice beaucoup plus grand, un sentiment d'isolement beaucoup plus important et un moindre sentiment de sécurité. 6 personnes sur 10, malgré des parcours, comme on l'a vu, qui sont longs, parce qu'on en a quand même en moyenne 16 ans de recherche de diagnostic, ça veut dire qu'il y en a un grand nombre qui sont des plus de 25 ans, et maintenant 6 cas sur 10 sont encore en attente de vouloir avoir un diagnostic, parce que pour elles, ça continue à être important, et espèrent encore avoir ce diagnostic. Les 2 tiers ont finalement, quand on les interroge, une assez bonne confiance dans les professionnels de santé qui les suivent, soit pour l'accompagnement quotidien, soit pour la recherche du diagnostic, etc. Les 2 tiers ont confiance, ça veut dire qu'il y en a un tiers qui ne croit plus ou qui n'a pas vraiment confiance auprès d'eux. Et ce qui explique peut-être, un des éléments importants, c'est que simplement 60% des personnes déclarent être suivies par une consultation multidisciplinaire. Donc on a effectivement un grand nombre de personnes qui n'ont pas de diagnostic, mais qui sont même plus suivies dans des centres multidisciplinaires et donc avec une moindre probabilité ou chance que ça puisse permettre de réenclencher un certain nombre de mécanismes au niveau de fur et à mesure de l'amélioration des connaissances. Et là enfin, on a interrogé pour un peu savoir, mais il n'y a pas de diagnostic, mais finalement, pourquoi vous voulez un diagnostic? Et là, toute une série de propositions avaient été faites pour demander leur avis, s'ils étaient d'accord ou pas d'accord, bénéficier d'une meilleure prise en charge, mettre fin aux interrogations, connaître les risques de transmission à la famille, etc. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas vraiment un item qui prend le dessus par rapport aux autres. Vous voyez, sur chacune de ces phrases, on a des taux comment dirais-je, de personnes qui considèrent comme important ou très important, 97%, 93%, 93%, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le constat que finalement, l'absence de nom sur sa maladie, ça touche à tellement de choses dans la vie, c'est tellement profond que la volonté d'avoir un diagnostic, eh bien, il y a des multiples raisons qui poussent à ça, tellement c'est quelque chose qui est important. Et enfin, pour terminer, on a aussi interrogé les personnes sur leur niveau de satisfaction par rapport à l'accompagnement qu'ils ont par les référents parcours de santé de l'AFM et en le comparant par rapport à une autre enquête qu'on avait faite sur l'ensemble des malades neuromusculaires. Et là, on constate que les taux de satisfaction sont tout à fait les mêmes, très voisins avec ceux de l'ensemble de la population. Sauf sur 2 points où il y a un meilleur taux de satisfaction. C'est sur l'accompagnement pour la compréhension de la maladie et pour la mise en relation avec des professionnels, parce que, effectivement, lorsqu'on n'a pas de diagnostic, lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe, l'accompagnement qu'il peut y avoir pour mieux comprendre et être mieux orienté est probablement beaucoup plus important. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci Christophe. On gardera un quart d'heure de questions générales à la fin des topos. Par contre, si vous avez 1 ou 2 questions de compréhension ou de précision par rapport à ce que vient d'évoquer Christophe, vous pouvez. Il y a un micro qui circule à votre disposition. C'était très clair. Tout le monde s'y est retrouvé. 1 fois, 2 fois, pas de regret. Vous aurez de toute façon le temps de poser d'autres questions tout à l'heure. Donc Nicolas Lévy sur les nouvelles techniques de diagnostic génomique. Merci Christian de... Ah d'accord, il faut que je sois en pleine lumière, quoi. Ah, de ce côté? Pas de problème, je peux faire. Ok.
Très bien, donc merci d'abord de m'accueillir. Je vais donc essayer de vous parler un tout petit peu de ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de diagnostic génétique des maladies neuromusculaires. Je vais revenir un tout petit peu sur l'historique parce que ça me paraît important quand même en essayant d'être effectivement le plus compréhensible possible. Mais revenir sur l'historique me paraît important parce que c'est toujours bien de savoir d'où on vient, d'autant qu'on vient d'écouter Christophe Duguay nous parler justement des problématiques d'errance, de non-diagnostic, et que là d'où on vient, c'est effectivement ça. Mais là où on veut aller et là où on va, j'en suis convaincu, c'est justement la réduction drastique de cette errance diagnostique qui est pour une grande majorité des patients, pour une grande majorité des familles, qui a été une véritable problématique dans les années qui viennent de s'écouler. On va vers une réduction vraiment importante de cette errance. Alors voilà, à la limite, je pourrais n'avoir besoin que de cette diapo pour vous parler sur les 10 ou 12 minutes qui m'ont été attribuées. Aujourd'hui, vous savez que le diagnostic génétique est quelque chose qui s'intègre dans une approche globale de diagnostic. Il ne faut pas, même si on parle beaucoup de génétique, de génomique, de séquençage de prochaines générations, de séquençage massif, qui va permettre, soi-disant, de résoudre la totalité des problématiques diagnostiques. Ce que je veux vous dire, c'est que, même si aujourd'hui, beaucoup de patients viennent nous voir, atteints de maladies rares, de maladies génétiques neuromusculaires, pour ce qui me concerne souvent, mais pas que, ils viennent nous voir en disant « Docteur, je voudrais avoir mon séquençage du génome parce que c'est ça qui va me permettre de trouver exactement, de savoir exactement quelle est la mutation dans quel gène responsable de ma maladie. » La réalité, elle est très différente. Le diagnostic génétique est certes majeur, il permet souvent de définir exactement le type de maladie de façon très précise, mais s'il n'y avait que la génétique, en aucun cas, nous ne pourrions parvenir à une exhaustivité du diagnostic, c'est-à-dire à réaliser un diagnostic chez la majorité des patients. Et c'est ce que je vais essayer effectivement de vous démontrer. Donc les patients viennent nous voir en disant je veux qu'on séquence le panel de gènes correspondant aux maladies neuromusculaires, ou je voudrais qu'on séquence l'exome, ou je voudrais qu'on séquence le génome. Ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, parce que les technologies existent, et elles sont extrêmement importantes, et il ne faut surtout pas s'en passer, tout le monde a tendance à penser que parce qu'elles existent et qu'on y a accès, elles vont résoudre la totalité des problèmes. En réalité, ce n'est pas vrai. Le diagnostic génétique est important, mais il s'intègre dans un ensemble de démarches diagnostiques, dans une approche diagnostique, dans un parcours diagnostique qui comprend évidemment en premier les médecins, cliniciens, neurologues en particulier, qui examinent les malades et qui vont définir en particulier le type vraiment ou le sous-type de la maladie dont ils sont atteints, ce qui va permettre d'orienter ensuite les examens génétiques. Et puis il y a l'anatomie pathologique, les biopsies musculaires que l'on propose encore à certains patients, évidemment, qui vont permettre de définir si telle ou telle protéine est défectueuse ou pas, en quantité moindre que ce qu'elle devrait ou pas. Et puis il y a la biochimie. Et la génétique, bien sûr, est essentielle, je le redis, mais elle fait partie de cet ensemble. Et la génétique seule ne permettrait pas de résoudre tout ça. Alors, je vais passer là-dessus, je voulais vous rappeler un petit peu voilà, des éléments d'historique, mais je n'aurai pas le temps si je m'arrête trop là-dessus. En 2003, le séquençage complet du génome humain a été obtenu. C'est-à-dire qu'un consortium international d'équipes de recherche a travaillé pour obtenir la séquence complète d'un génome de référence. C'est-à-dire des 3 milliards de paires de bases dans lesquelles sont présents nos gènes qui, lorsqu'ils présentent des variations, des mutations, sont responsables effectivement des pathologies que présentent nos malades. Mais lorsque le séquençage a été obtenu, il avait fallu 15 ans pour obtenir une séquence du génome, il avait fallu plusieurs milliards de dollars pour obtenir une séquence du génome. Or, aujourd'hui, on sait faire exactement la même chose, c'est-à-dire on sait séquencer le génome entier pour un individu, quel qu'il soit, malade ou pas malade. On sait le faire en quelques jours et ça coûte moins de 10 000 euros. Voilà, ça coûte moins de 10 000 euros en quelques jours pour obtenir la séquence complète d'un génome de patient. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire des données. Ce sont des milliards de données. Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va les analyser? Comment on va les interpréter? Et comment on va faire en sorte que l'accumulation de ces données serve l'objectif, c'est-à-dire le diagnostic précis.
Alors on a des outils, des machines qui nous permettent effectivement d'aller beaucoup plus vite, de séquencer des centaines de gènes simultanément, des milliers de gènes simultanément, voire la totalité, comme je l'ai dit, du génome. Alors ces machines aujourd'hui, alors il y a une grande compagnie américaine qui les fabrique, qui est presque en situation de monopole, mais je vais passer là aussi là-dessus. Tout ça pour vous dire que la technologie est essentielle, mais elle doit nous accompagner, nous devons l'accompagner, mais nous ne devons pas nous appuyer exclusivement sur la technologie. Et donc il faut se poser un certain nombre de questions. Les questions qu'on doit se poser lorsqu'on fait ce qu'on appelle la checklist d'un diagnostic, c'est pour quelle raison je demande un test spécifique. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin d'avoir un diagnostic précis? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un diagnostic pour moi, pour ma famille, pour mes enfants? Ou est-ce que je suis dans un contexte purement de recherche et je vais essayer d'identifier des variations qui ne sont pas forcément reliées à ma maladie? Donc, le pourquoi je demande un test est essentiel. Et le pourquoi passe forcément par l'examen clinique initial. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce test va répondre à ma question? Je viens faire un test génétique parce que j'ai besoin d'un diagnostic précis, mais est-ce que si je séquence la totalité de mes gènes, ou si je fais séquencer la totalité de mes gènes, est-ce que je vais, avec ça, obtenir un diagnostic à tous les coups? Je vous le dis, la réponse c'est non. Et on verra pourquoi. Lorsqu'on accumule des données, on accumule aussi des données qui ne sont pas forcément toutes interprétables. Et donc, l'autre question qu'il faut se poser, c'est les données obtenues seront-elles toujours interprétables? Est-ce que la totalité des données sera interprétable? La réponse, là aussi, est non. Ça dépend de difficultés parfois techniques, technologiques, et puis des fois, ça dépend aussi du fait qu'on ne connaît pas tout. C'est-à-dire que même si on connaît chaque position du génome, chaque position de chaque gène, pour autant, lorsque une position à l'intérieur d'un gène varie, on ne sait pas forcément ce qu'elle signifie. Est-ce qu'elle est associée ou pas à une maladie? Donc, question suivante, le résultat que j'ai obtenu est-il en rapport avec la maladie que je présente, ou que présente un de mes enfants ou un de mes parents? Et puis, enfin, un autre élément extrêmement important, lorsqu'on recherchait jusqu'à maintenant pour telle ou telle maladie musculaire, on recherchait un gène précis, puis un autre, puis un autre. Aujourd'hui, on séquence la totalité des gènes, et donc la question qu'il faut se poser, c'est de savoir si en séquençant la totalité des gènes, on ne va pas peut-être identifier le diagnostic de la maladie, c'est ce qu'on espère, mais est-ce qu'on ne va pas non plus trouver des choses, des éléments, des variations génétiques qui n'étaient pas initialement recherchées parce qu'elles ne sont pas en rapport avec la maladie que je présente, mais qui sont susceptibles de me prédire une autre maladie qui surviendra peut-être plus tard, peut-être pas. Et le peut-être, finalement, c'est une incertitude qui peut planer lorsque on fait ce type d'approche, c'est-à-dire qu'on séquence la totalité des gènes. Donc, faire extrêmement attention avec les technologies qui nous permettent d'aller vite et loin dans des approches, évidemment, à vocation diagnostique. Alors, vous voyez, jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait dans les laboratoires, on séquençait soit directement la mutation dont on pensait qu'elle était en cause, soit le gène, la calpaïne, la dysferline, la laminine, la mérosine. Voilà. Aujourd'hui, on préfère parler de panel, c'est-à-dire que dans les maladies neuromusculaires, qui sont des maladies extrêmement hétérogènes, c'est-à-dire qu'elles sont multiples, on distingue les myopathies congénitales, les dystrophies musculaires congénitales, les dystrophies musculaires progressives, etc., etc. Dans ces maladies-là, on peut aujourd'hui définir le nombre de gènes connus, la totalité du nombre de gènes connus correspondant à telle ou telle maladie, et dire on va les séquencer simultanément. Et en fonction de ce que l'on va identifier, on dira eh ben, c'est une calpaïnopathie, c'est une dysferlinopathie, et puis on espère évidemment de plus en plus qu'en fonction de ce qu'on aura identifié, on aura de plus en plus accès à un traitement adapté. Donc c'était à peu près, on arrive à séquencer aujourd'hui 300, 400, 500, 1000 gènes dans ce qu'on appelle des panels, c'est-à-dire qu'on va faire tout le panel des maladies musculaires, tout le panel des maladies neuromusculaires, encore plus large, tout le panel des gènes correspondant aux neuropathies périphériques héréditaires. Ça, on sait le faire, ça marche très bien. L'avantage de cette approche, c'est que finalement, on s'affranchit un petit peu des problèmes d'identification, de mutation dans des gènes qui n'ont rien à voir avec la maladie recherchée. Donc c'est plutôt un bénéfice. En même temps, on n'a pas tous les résultats, on n'a pas toutes les données. Et donc,
on approche aujourd'hui le diagnostic de plus en plus avec ce qu'on appelle l'exome. L'exome, ça veut dire qu'on va séquencer la totalité des régions qui vont ensuite, des régions du génome, qui vont ensuite être utilisées pour fabriquer les protéines. Voilà, ça correspond à peu près à 23 000, 25 000 gènes différents. Donc ça, on sait le faire aussi très bien, ça prend quelques jours. Ça coûte aujourd'hui, dans nos laboratoires, on arrive à faire ça pour un coût d'environ 1 000 €. Il faudrait d'ailleurs bien faire comprendre à la sécurité sociale et à l'État français que c'est beaucoup moins cher d'aller sur des approches qui sont beaucoup plus efficaces que de continuer à mener des approches anciennes. Mais ça, c'est un autre sujet. On y reviendra peut-être dans la discussion. Et puis, il y a une autre problématique, une autre approche, pardon, qu'on appelle le whole genome, c'est-à-dire le génome entier, où là, on va séquencer non seulement la totalité des gènes, mais aussi tout ce qui est entre les gènes. C'est-à-dire que les gènes, c'est 3% de tout le génome, le reste, c'est 97%. Ces 97%, on ne sait pas très bien comment les interpréter lorsqu'ils sont variés, mais on peut séquencer la totalité, c'est-à-dire les 3 milliards de paires de bases du génome. Ce sont des approches qui sont très efficaces parce que derrière, on peut aller rechercher précisément, en étant sûr qu'on les aura, en termes de données, les mutations dans la totalité des gènes connus ou pas connus. Donc ça, c'est ce qu'on savait faire. Et pour les maladies neuromusculaires, ne regardez pas cette image, mais c'est juste pour illustrer l'hétérogénéité génétique. Dans les maladies neuromusculaires, donc c'est un modèle d'hétérogénéité. Vous voyez, on a les dystrophies musculaires des ceintures, les dystrophies musculaires d'Emery-Dreifuss, les myopathies congénitales, les déficits de glycosylation, etc., etc. Donc tout cet ensemble, en fait, de gènes ici qui portent des noms barbares, mais peu importe, des acronymes barbares, peu importe, on sait les séquencer en une seule fois. Dans mon laboratoire, par exemple, avec mes collaborateurs, on arrive à séquencer la totalité de ces gènes. Alors là, il n'y en a qu'une soixantaine, mais on peut en séquencer 300 en 48 heures. En 48 heures, et donc ça permet d'aller effectivement beaucoup plus vite dans le diagnostic. Mais c'est peut-être la diapositive la plus importante de toutes celles que je présente aujourd'hui, c'est celle-ci. Nous, ce qu'on sait accumuler, c'est des données moléculaires, des données de séquençage de gènes. Ça, on sait très bien le faire. Ce qu'on sait faire aussi, c'est augmenter les données cliniques. Quand je dis on, je pense en particulier au professeur Attarian qui est ici, qui examine, lui, cliniquement les patients et qui envoie ensuite des prélèvements dans le laboratoire en disant « je pense que ce patient a tel ou tel type de myopathie ou de dystrophie musculaire ». Ce que je veux dire par là, c'est que si on n'avait que l'orientation clinique, la probabilité de parvenir à un diagnostic serait très forte dans certaines pathologies très précises, mais globalement, elle serait très faible. Si on n'avait que des données génétiques, ce serait la même chose. La probabilité d'arriver à un diagnostic serait généralement, globalement, très faible. Pour avoir une bonne probabilité de diagnostic, il faut avoir une concomitance d'une clinique la plus parfaite possible, d'un examen clinique le plus parfait possible, le plus précis possible, le plus déterminant et discriminant possible, et des données génétiques. Et c'est comme ça qu'on augmente réellement la capacité de diagnostic, surtout lorsqu'on sait aujourd'hui que les technologies de séquençage nous permettent d'analyser autant de gènes simultanément pour parvenir à un diagnostic. Alors on vit une époque formidable. On vit une époque formidable en termes de diagnostic. C'est-à-dire que je peux, moi, aujourd'hui, vous dire à quel point je suis convaincu que dans les 5 ans qui viennent, la très grande majorité des gènes impliqués dans les maladies neuromusculaires seront connus, identifiés, et qu'on pourra parvenir à un diagnostic pour les malades. Je ne dis pas la totalité, parce que le 100% en médecine, c'est compliqué, ça n'existe pas, mais on tend réellement vers une exhaustivité diagnostique. Et là où aujourd'hui, on a encore affaire à des périodes d'errance qui durent 3 ans, 4 ans, 5 ans, 16 ans, comme tu l'as bien dit, on va réduire ces périodes d'errance grâce à la génétique, mais comme je l'ai dit, pas que grâce à la génétique, à leur plus simple portion, parce qu'on devrait normalement arriver, et je donne ce délai de 5 ans, arriver à être de plus en plus exhaustif, précis, dans le diagnostic des maladies neuromusculaires. Alors pour ça, il nous faut évidemment beaucoup de bioinformatique, parce qu'il faut stocker les données, il faut les analyser, il faut les interpréter, il faut les annoter, et puis il faut les partager. Il faut les partager. Et cette notion de partage de données nécessite évidemment des outils bioinformatiques très importants, mais elle est indispensable parce que si, dans notre métier, on ne partage pas nos données avec les autres médecins, avec les autres chercheurs qui produisent également le même type de données, ça ne nous permettra pas
surtout dans des maladies très rares, dans des formes très très rares de myopathie ou de dystrophie musculaire, ça ne nous permettra pas de parvenir à la corrélation, c'est-à-dire à l'association entre la maladie précise et le gène ou la mutation précise dans le gène. Et c'est vers ça que, évidemment, on tend également. Alors, s'il me reste 1 minute, non, j'ai fini 1 minute ou pas 2 1 minute 2 D'accord. Ok, merci. Juste 2 minutes. Alors, voilà. Je voulais juste vous dire en 2 minutes, en moins de 2 minutes, je vais passer vite, hein, mais à quel point on est aussi très encadré par la loi et à quel point l'éthique du diagnostic est quelque chose d'important. On ne fait pas un prélèvement chez une personne juste pour lui dire on a besoin d'accumuler des données, on aura vos données et puis vos données on les utilisera une fois qu'on aura fait le diagnostic ou pas, on les utilisera pour la recherche. Donc c'est extrêmement encadré et c'est d'autant plus encadré qu'aujourd'hui on sait faire beaucoup plus de choses et qu'on sait, comme je l'ai dit, séquencer la totalité des gènes. Et les gènes sont des éléments identifiants de notre patrimoine biologique. Donc il faut faire attention. Donc on a des conditions de prescription et de rendu des examens des caractéristiques d'une personne qui sont très encadrées par la loi. L'information et le recueil du consentement est quelque chose qui doit toujours être fait et personne d'entre vous ne peut accepter un test à vocation diagnostique génétique sans qu'on lui ait proposé à la fois une fiche d'information et la signature sur un consentement qui a été éclairé. Il y a des temps de réflexion qui existent, qui sont à prévoir, et une procédure d'information familiale qui est écrite par la loi. Alors, il y a un certain nombre de principes, je ne vais pas vous les définir ici, je ne vais pas les rappeler ici, mais il y a un certain nombre de principes, et je laisserai ces diapositives pour qu'éventuellement elles vous soient remises. Et ce sont des éléments, que ce soit les aspects de non-discrimination, de respect de la vie privée, de primauté de l'individu, de protection des personnes qui ne sont pas capables de consentir, tous ces aspects-là doivent être parfaitement connus, et ils doivent être connus pas seulement des médecins qui doivent appliquer ces principes, mais ils doivent être connus aussi des patients pour lesquels, effectivement, nous faisons ces examens. Dans le cadre de la filière des maladies neuromusculaires, l'ensemble des analyses génétiques est également travaillé et encadré, donc la filière Filnemus, pour la filière des maladies neuromusculaires, une des grandes filières de santé maladies rares, qui permet aujourd'hui aussi d'encadrer la manière dont on procède au diagnostic pour l'ensemble des laboratoires de diagnostic français dans ce domaine. Et puis, juste, voilà, ce sera mon dernier point, juste vous dire que l'avenir du diagnostic aujourd'hui en France est en train de se dessiner, et c'est pour ça que quand je vous disais 5 ans tout à l'heure, je vous ai dit que dans 5 ans, on aura réduit de façon incroyable l'errance diagnostique et on aura augmenté de façon incroyable la capacité d'accès de chaque malade à un diagnostic précis. Je vous disais ça parce qu'il s'est monté en France un grand programme qui s'appelle le programme France Médecine Génomique 2025. Ce programme vise à installer sur le territoire national 12 plateformes technologiques, des plateformes technologiques de diagnostic par séquençage, ce qu'on appelle le séquençage haut débit, c'est-à-dire pour faire des exomes, pour faire des génomes entiers. L'objectif, c'est un objectif sanitaire, diagnostique, ce n'est pas un objectif de recherche, c'est pour permettre à chaque malade d'avoir une équité d'accès au diagnostic, quelle que soit sa maladie. Donc on a aujourd'hui monté un programme de plateforme dont on espère qu'il sera retenu à Marseille. Il y a eu d'autres programmes en France, on n'est pas les seuls à avoir déposé. L'objectif de ces projets, de ces programmes, est de pouvoir séquencer pour chaque plateforme 18 000 génomes par an. C'est-à-dire 18 000 malades pourront être séquencés pour chaque plateforme en France chaque année, multiplié par 12. Ce n'est pas que les maladies rares, mais les maladies rares sont clairement identifiées comme la thématique majeure de ces approches et de ces plateformes à vocation diagnostique. Je vous remercie. Merci. Merci Nicolas. Bon. Je suis désolé, c'est un peu un speed dating, c'est un petit peu la règle du jeu. On garde les questions pour tout à l'heure, on va simplement passer tout de suite à la troisième partie parce qu'avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est donc ce que l'on veut faire pour résoudre de façon très concrète l'errance diagnostique. Ça veut dire qu'il faut se mobiliser. Ça veut dire qu'il faut se mobiliser. Et je laisse donc la parole à Carole et puis les autres enchaîneront derrière. Oui, alors on va aller très rapidement pour pouvoir après que vous puissiez poser toutes vos questions et qu'il y ait tous les échanges. Mais c'était important pour nous de vous parler aujourd'hui du plan d'action qui est mis en place par l'AFM Téléthon et par Filnemus. Alors l'AFM Téléthon, vous le savez, n'a pas attendu maintenant pour considérer le diagnostic comme une action prioritaire.
depuis plusieurs années maintenant, il y a un groupe de travail qui travaille spécifiquement sur ce sujet et différentes choses ont été faites, un symposium réunissant des cliniciens, des chercheurs, des représentants de patients, un état des lieux complet a également été réalisé, l'enquête que vous a présentée Christophe tout à l'heure, et maintenant il s'agissait de rentrer, j'allais dire de manière un peu plus concrète dans l'accompagnement du diagnostic, et donc ce plan qui pour l'instant est sur 2017 et 2018 mais qui bien évidemment va se poursuivre par la suite, on l'a intitulé « Vaincre l'errance diagnostique, un diagnostic pour tous ». Et donc c'est réellement une collaboration et un plan d'action concerté entre l'AFM Téléthon et le réseau Filnemus, qui est donc la filière neuromusculaire, avec toutes les consultations des centres de référence et des centres de compétences qui travaillent avec nous sur le sujet. Donc c'est mobilisation également pour l'AFM Téléthon, bien sûr, de tous les personnels, mais surtout, et vous aurez l'occasion d'en reparler avec eux, vos référents parcours de santé qui auront pour objectif d'accompagner de manière individuelle les patients. Alors en fonction de là où en sont leurs diagnostics, bien sûr, on va en reparler. On peut être déjà avec un diagnostic mais sans précision. On peut ne pas avoir de diagnostic du tout, mais il y aura, et c'est l'objectif, un accompagnement individualisé des malades dans leur parcours de diagnostic. Et pour ça, on a mis en place un comité de pilotage dédié, alors composé de professionnels de santé bien évidemment, de généticiens et de représentants de patients. Donc pour Filnemus, je vais laisser le professeur Attarian présenter les personnes qui le composent. Sachez que pour l'AFM Téléthon par exemple, donc il y a moi-même, Paloma Moreno qu'on vous a présenté tout à l'heure, Christian Côté, le directeur général, également qui n'est pas là aujourd'hui mais qui copilote cette action, la directrice des affaires médicales Sandrine Segovia-Cueni et également Claire pour le groupe d'intérêt et dont elle vous parlera tout à l'heure. Donc je laisse la parole pour présenter le réseau Filnemus. Merci beaucoup, bonjour. Merci pour me donner l'occasion pour présenter le réseau. Alors Filnemus, donc c'est le filière de l'ensemble des personnes qui interviennent dans la prise en charge des maladies neuromusculaires. Alors la France, pour ça, c'est très bien organisé. Donc nous avons les centres de référence. La majorité des grands CHU, les grands services hospitaliers universitaires, sont des centres de référence. Et puis il y a les centres de compétences, distribués géographiquement dans l'ensemble du pays. Et ces centres de référence travaillent de manière très collaborative et amicale entre eux et coordonnés par Filnemus, donc, qui est dirigé par Jean Pouget, qui est à Marseille. Et puis, récemment, les centres de référence ont été encore une fois évalués, donc l'organisation a changé. Maintenant, la France est divisée en 4 régions et il y a 4 coordinateurs. Pour les maladies neuromusculaires, il y a 3 coordinateurs. Le nord de la France coordonné par Paris, l'ouest par Bordeaux et puis le sud de la France et région Rhône-Alpes par le centre de Marseille. Voilà. Et l'objectif est d'améliorer, homogénéiser encore plus le soin et puis le démarche diagnostique, la collaboration avec les associations et de mettre en place des actions comme éducation thérapeutique. Alors, les coordinateurs des régions sont dans le comité de pilotage de Filnemus. Alors, moi-même, et puis Guilhem Solé est coordinateur pour la région Ouest, Bruno Aymar pour la région Paris et Lille et Strasbourg, et David Adams qui est responsable de centre de coordination de nerfs, donc il n'y a pas de pathologie musculaire. Et puis, avec ces cliniciens, il y a les généticiens, donc voilà une collaboration clinique-génétique comme Nicolas a bien insisté. Mireille Cossé, généticien à Montpellier,
très impliqué dans le Finémus également. Philippe Latour, généticien à Lyon, France Letour à Paris, avec Judith Melki, l'ensemble de génétique enfant-adulte et couvert, et bien sûr Nicolas, avec qui j'ai la chance et le plaisir de travailler. Et nous avons une errance diagnostique moins qu'ailleurs, si tu es d'accord. Bon, ils sont pas chauvins à Marseille. Hein. Si je peux me permettre. Alors on a commencé déjà, bien entendu. Le plan d'action, l'idée c'est vraiment de produire des outils à destination des familles sans diagnostic précis, avec plusieurs entrées, c'est-à-dire déjà essayer de comprendre un petit peu à la mesure de ce que vous a présenté Nicolas Lévy, quels sont les nouveaux outils, le parcours de diagnostic, l'importance du diagnostic aussi, et éventuellement des outils très concrets pour que les personnes sans diagnostic précis qui n'ont pas été en consultation depuis très longtemps, et ça existe des personnes qui ont abandonné leur recherche de diagnostic, puissent refaire le point avec un ensemble d'outils qu'on va mettre à leur disposition et retourner en consultation avec une vision globale de leur parcours. On est en train donc de construire ces outils avec le comité de pilotage dont vous venez d'avoir les noms. L'idée, c'est bien entendu que les professionnels de la FM Téléthon soient formés à tous ces outils et à tout cet accompagnement, à faire face aussi aux personnes qui disent ne plus être intéressées par leur diagnostic, et du coup de réexpliquer l'importance aujourd'hui d'avoir accès et les nouvelles possibilités qui existent par rapport à celles qui existaient il y a 20 ans, par exemple. Donc voilà, il y a besoin d'une formation des professionnels de la FM Téléthon, et tout ça, bien entendu, pour pouvoir vous accompagner. Alors, grâce à l'enquête que vous a présentée Christophe Duguay, nous avons pu identifier 4 catégories de personnes qui sont aujourd'hui accompagnées par la FM Téléthon dans les régions. Les premières, eh bien évidemment, il n'y aura pas d'accompagnement puisque ce sont des personnes qui ont déjà un diagnostic précis. Les deuxièmes, ce sont des personnes qui ont un nom de maladie, mais pour lesquelles, aujourd'hui, dans les services régionaux, nous n'avons pas identifié qu'elles avaient une précision de leur maladie. Par exemple, on n'a pas le nom de la mutation du gène dans des personnes qu'on sait atteintes de myopathe du chêne, par exemple. La troisième catégorie, ce sont des personnes qui ont un nom de groupe de maladies neuromusculaires, par exemple les myopathies des ceintures, mais dans la quantité de maladies afférentes à ce groupe, nous n'avons pas identifié avec la personne le nom précis de sa maladie. Et puis les quatrièmes personnes, ce sont les personnes qui ont une probable maladie neuromusculaire ou une maladie neuromusculaire diagnostiquée, mais sans plus. Donc on a ces 4 grands groupes de malades. On a déjà fait une visibilité par rapport au nombre de personnes accompagnées par les services régionaux aujourd'hui, et on peut voir que, par exemple, on a quand même presque la moitié des personnes qui sont accompagnées par les services régionaux qui aujourd'hui ont un diagnostic précis. Donc ce sont les personnes en bleu dans le groupe 1. Les personnes dans le groupe 2, elles représentent 26-27%. Donc, dans le premier carré, ce sont des personnes qui aujourd'hui sont effectivement accompagnées par le service régional. Dans le deuxième carré, ce sont des personnes connues du service régional, mais qui pour le moment n'ont pas besoin d'un accompagnement spécifique. Donc, c'est pour ça qu'on met les dossiers actifs des personnes qui sont accompagnées et les dossiers en veille des personnes qui sont connues, mais pas accompagnées pour le moment. Mais vous voyez que les camemberts sont sensiblement équivalents par rapport à ça. Donc dans le groupe 2, je disais, ce sont à peu près un quart des personnes, un peu plus d'un quart des personnes. Il s'agit parfois juste de reprendre contact avec la personne qui elle-même connaît bien sa mutation, mais qui ne nous l'a pas communiquée. Ce ne sont que des informations là que les services régionaux de la FM Téléthon ont en ce moment dans leur base de données.
Le troisième groupe, il est un peu différent, entre 20% à 31% pour les personnes connues mais non accompagnées, donc sur les personnes qui ont un nom de maladie en général, mais pas de maladie précise. Et puis les quatrièmes, vous voyez, autour de 10% quand même des personnes accompagnées aujourd'hui effectivement par les services régionaux et 6% des personnes qui sont connues, donc c'est un nombre non négligeable, qui vont bien entendu être les personnes prioritairement contactées pour être accompagnées à nouveau dans la recherche de diagnostic. Donc en fonction de la situation, on va accompagner avec des outils différents, évidemment, et on va prioriser les personnes ayant une maladie neuromusculaire probable sans autre précision. Donc, comme vous l'avez compris, on va mettre en place une forte mobilisation des services régionaux de l'AFM Téléthon, avec une prise de contact auprès des personnes concernées, des groupes 2 à 4, puisque les 1 ont heureusement, eux, déjà leur diagnostic précis, une sensibilisation des familles à l'importance du diagnostic, car, comme je vous le disais en introduction, pour beaucoup, et j'en ai rencontré un certain nombre de personnes, ils ont arrêté de chercher et n'en voient plus l'intérêt. Donc, si effectivement, après notre prise de contact, ces personnes-là souhaitent ne pas savoir, évidemment, on va respecter ce choix-là et on va voilà, les laisser sans diagnostic. Mais pour certaines, elles vont vouloir recommencer leur parcours qui, pour certaines, auront été très durs, très longs, très éprouvants. Mais à l'ère des nouvelles technologies aujourd'hui, ça peut valoir le coup de reprendre, comme me disait Nicolas Lévy à l'instant, le diagnostic, parce qu'il y a vraiment des nouveaux outils qui se mettent en place et ça, voilà, ça a vraiment changé la donne. Une incitation donc à la révision du diagnostic s'il n'y a pas de précision. C'est vrai que certaines personnes se contentent d'un nom de maladie, mais avec les nouveaux essais thérapeutiques, c'est extrêmement important de connaître les précisions génétiques pour pouvoir rentrer ou pas dans les essais. Donc du coup, expliquer aussi en quoi aujourd'hui on peut avoir des précisions et c'est important. Et puis, un accompagnement évidemment des référents parcours de santé selon les situations. Une forte mobilisation des consultations aussi, monsieur Pardon, vous pouvez poser votre question encore, hein. Il paraît que vous vous êtes mobilisé aussi sur le diagnostic. Oui, alors, je reviens sur l'enquête qui a été faite par donc l'AFM, Christophe Douillet a présenté. D'abord, ça représente... vous avez peut-être un commentaire, non? Non, non, je non, surveille le c'était timing. prêt. Je surveille le timing, donc tout. ça reflétait parfaitement la réalité et c'est un peu le ressenti que nous avons aussi. Quelque chose qui a changé également, c'était la recherche, enfin l'analyse moléculaire chez la famille, la recherche génétique. Avant, c'était difficile de demander aux parents, aux familles de participer pour améliorer le diagnostic et on était très réticents. Parce que ça a amené à des situations de diagnostic présymptomatique. Maintenant, il y a avec NGS, avec cette technique-là, un intérêt réel pour le patient. Donc, on revoit un peu notre vision. Ensuite, le diagnostic peut s'améliorer que si le patient revient vers nous. Effectivement, ces parcours difficiles, longs, ça décourage. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est... donc il y a dans notre fichier entre guillemets les patients qui sont restés sans diagnostic, donc on va leur écrire, demander, motiver les membres de famille si souvent il arrive que la personne malade est motivée mais dans son entourage, surtout quand les gens sont jeunes, ne sont pas tellement motivés ou ont peur de toute façon pour le diagnostic de venir vers nous. Donc de donner plus d'informations dans ce cadre-là. Nous avons la chance aussi d'avoir une très bonne collaboration avec donc Jean, notre coordinateur enfin, d'antenne de l'AFM, et de travailler avec l'antenne de l'AFM pour inviter les personnes qui sont perdues de vue, qui sont sorties de parcours, de les inviter à revenir vers le diagnostic et éventuellement de travailler avec le service
enfin, pour nous, Nicolas, de voir les patients, parce que nous avons des staffs réguliers ensemble, tous les mois on se voit, on discute, donc il y a des registres, revenir sur ce registre-là, de voir pour des années quels sont les patients qui ne sont pas été diagnostiqués, n'ont pas été diagnostiqués, et les inviter à revenir vers nous, puis évidemment de manière générale avec l'AFM. Merci Sharam. Bon. Donc la parole est à la salle, bien entendu, maintenant pendant quelques minutes. Et je vais commencer par donner la parole, je dirais, aux personnes qui sont les plus concernées, puisque Claire représente ici le groupe d'intérêt des myopathies non déterminées. Donc quelques mots clairs et ensuite quelques échanges. Malheureusement, on a commencé avec 10 minutes de retard tout à l'heure. Et ceux qui doivent enchaîner dans cette salle nous poussent un petit peu aux fesses. Donc on va faire au mieux. Claire. Bonjour, je représente aujourd'hui donc les malades et les familles de myopathie non déterminée à travers le groupe d'intérêt donc créé par la FM Téléthon. Ce groupe-là est un groupe de bénévoles, de malades concernés du coup par cette errance diagnostique. Et donc notre objectif, c'est donc de récupérer, d'écouter toutes les histoires, les histoires de vie, les problématiques de tous les patients qui rencontrent les mêmes difficultés que nous. Donc au travers de ce groupe, nous allons vous écouter, nous allons partager, nous allons échanger et nous allons faire le lien avec les équipes médicales, les équipes scientifiques, les chercheurs et l'AFM pour essayer justement de construire ce plan d'action qui permettra, j'espère un jour et rapidement, d'obtenir des diagnostics précis pour tous. Donc on est à disposition de tous les malades et de leurs familles qui sont avec des histoires semblables aux nôtres dans l'errance diagnostique. Et on est là pour les écouter et puis après les conseiller, les orienter vers les bons interlocuteurs. À vous. À vous. Oui, bonjour. Bonjour. Quelque chose n'est pas suffisamment clair pour moi dans le domaine de l'incitation à la révision du diagnostic. D'où doit provenir cette incitation? De la part des soignants, de la part du malade s'il le souhaite, mais on a vu que les diagnostics étaient attendus en moyenne 16 ans et parfois depuis plus d'un quart de siècle, ce qui veut dire que par exemple quelqu'un qui était un enfant au moment où on a prélevé des tissus ou du sang est maintenant un adulte. Comment dirais-je, il n'a pas été informé pendant un quart de siècle. Est-ce que vous pensez qu'il va faire la démarche ou est-ce que vous admettez qu'il dise tout à l'heure, M. Duguay disait qu'il y avait un déficit de confiance dans la recherche. Je ne crois pas que ce soit tout à fait le mot qu'on ait entendu et compris. Ce n'est pas un déficit de confiance, c'est un déficit d'espérance. Parce que ne pas recevoir de nouvelles pendant 25 ans, il y a de quoi se désespérer. Alors je ne sais pas qui veut répondre. Moi, le commentaire que je ferais, c'est que si une personne est restée en panne le long de son parcours diagnostique, les causes peuvent être multiples. Ça peut être parce que la science était dans l'incapacité d'apporter une réponse. C'est une possibilité. Ça peut être quelque part parce que la personne a baissé les bras à un moment donné, ou ça peut être, il faut bien le dire, parce que l'organisation du système de santé n'a pas été suffisamment vigilant, suffisamment accrocheur pour revenir vers la personne. Donc il faut aujourd'hui qu'on se mobilise. Je pense que c'est une co-responsabilité. Peut-être que généticien ou clinicien, vous avez un commentaire à faire sur ce débat, évidemment. Je commence, Chara, mais c'est une question extrêmement importante que vous posez, et on est les uns et les autres extrêmement conscients du fait que on n'arrive pas toujours, en tout cas dans les années écoulées, on n'arrivait pas toujours à revenir vers les patients pour lesquels il y avait un prélèvement qui nous avait été confié dans un contexte de diagnostic, et que lorsque ce diagnostic n'était pas fait, c'est vrai qu'on ne revenait pas systématiquement vers les patients avec des résultats nouveaux en fonction de l'avancée des connaissances.
Ça tient à plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que très souvent, la capacité à faire avancer les connaissances était beaucoup moins rapide que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, c'est que lorsque les connaissances ont été suffisamment avancées pour qu'on puisse avoir un intérêt à dire à ces mêmes personnes, maintenant, revenez nous voir en consultation, enfin, maintenant on est capable de faire avancer la démarche diagnostique, ça voulait dire très souvent qu'il fallait faire malgré tout revenir les patients pour les réexaminer. Et ça, ce sont des démarches qui sont, je suis désolé de le dire, parce que ce n'est pas du tout mon point de vue et on est en train de réinventer complètement le modèle actuellement. Donc c'est pas, ce que je vais dire là n'est pas du tout ma perception des choses telle qu'elle devrait être. Ce que je veux dire, c'est qu'on est aujourd'hui face à des organisations et on travaille dans des organisations, et en particulier des organisations qui est notre système public de santé, les hôpitaux publics, dans lesquels, où malgré tout, on gère la pénurie de moyens, la pénurie de personnel, la pénurie d'outils, et où il nous faut, quand on est médecin engagé complètement dans des démarches de diagnostic, il nous faut gérer avec ça. Et malgré tout, on n'y arrive pas. Il y a des moments où on ne peut pas. Lorsqu'on a, je vais vous dire, j'ai un centre de ressources biologiques. Ça veut dire que j'ai aujourd'hui 40 000 prélèvements de malades qui sont dans mon laboratoire, totalement sécurisés, à vocation diagnostique. Je pense que parmi ces 40 000 prélèvements de malades, il y en a à peu près aujourd'hui 2 à 3 000 qui mériteraient que les patients soient revus pour qu'on puisse justement réviser le diagnostic. Moi seul, avec les collaborateurs, et vu le travail que chacun a, aujourd'hui, on n'a pas la capacité de le faire. On n'a pas la capacité de recontacter ces patients pour leur dire « revenez parce que aujourd'hui, on pourrait faire avancer le diagnostic ». Donc il faut repenser complètement les modalités de ces approches-là, il faut repenser complètement la manière dont on peut revenir, il faut recruter des gens, et donc il faut changer le modèle d'organisation. Et je vous garantis que c'est ce qu'on est en train de faire. Sharam, un complément? Un complément de réponse, c'est effectivement très important. Ce qu'on fait de manière pratique, et ça, moi j'ai vécu ce progrès-là, c'est création des centres de référence et proposer aux patients consultation systématique annuelle, ne serait-ce que de se dire bonjour, premièrement. Ensuite, pour l'instant, je dis aux patients, à chaque fois, le meilleur avocat pour vous-même, c'est vous-même. Voilà, donc on n'a pas les moyens. Alors, il y a des progrès importants, les moyens informatiques commencent à arriver, mais on n'en avait pas. Et puis, je voudrais insister sur cette mesure que l'AFM a initiée, ces bases de données des patients qui ne sont pas diagnostiqués en France, que je trouve que c'est une mesure importante où ça peut... Enfin, voilà. Madame, à vous. Oui, bonjour. Donc, moi, je me permets de rebondir par rapport au monsieur. Donc, nous sommes effectivement en errance de diagnostic. Donc avec mes 2 enfants. Donc là, j'ai mon fils qui a 28 ans maintenant et nous sommes toujours sans précision de diagnostic. Alors, à l'époque, il a été diagnostiqué à 3 ans avec une dystrophie musculaire congénitale. On en est toujours là. On nous parle peut-être de myopathie congénitale. Nous n'avons pas de précision. À l'époque, effectivement, il n'y avait pas de diagnostic prénatal. Je suis tombée enceinte 7 ans après avec ma fille, qui malheureusement a la même pathologie. Actuellement, donc, nous sommes sans diagnostic. Alors, nous avons fait une démarche de révision diagnostique, je dirais maintenant, il y a plus de 4 ans. Nous relançons systématiquement le centre de génétique pour savoir où ça en est. On sait qu'il y a des analyses qui sont parties en Italie, on ne sait pas trop où. Et là, actuellement, nous n'avons aucun retour. Alors, j'ose espérer que dans votre base de 40 000 dossiers, peut-être qu'il y a mes enfants. J'ai envie de vous répondre que là, c'est même pas le même sujet. C'est-à-dire que là, on est dans une démarche vraiment de diagnostic qui aujourd'hui ne... Alors, ça ne veut pas dire qu'on va trouver à chaque fois qu'on cherche à faire un diagnostic de maladie musculaire. En même temps, de ce que vous dites, de ce que j'entends, vous avez quand même... C'est une forme familiale. C'est une forme familiale. Les outils diagnostiques aujourd'hui que nous avons au point dans nos laboratoires doivent non seulement nous permettre de faire une analyse la plus exhaustive possible pour parvenir à un diagnostic, mais si on n'y parvient pas, arriver à se positionner pour savoir si vraiment on est dans la tranche du quelques pourcentage de patients pour lesquels aujourd'hui il est impossible parce que la connaissance n'est pas encore là, ou bien alors de savoir si la connaissance est là, qu'on est capable de faire ce diagnostic et qu'on n'y est pas parvenu jusqu'à maintenant pour des raisons plutôt techniques.
Moi, j'ai le sentiment dans ce que vous dites qu'on doit y arriver. Très franchement. Oui. Envoyez-moi vos prélèvements. Oui, justement, du coup, vous êtes une personne ressource qui, du coup, nous intéresse. Mon fils va peut-être rapporter un complément d'information. En fait, nous, ce qui nous manque, c'est le retour. En fin de compte, on n'a quasiment pas de communication. Il faut qu'on relance systématiquement le centre de génétique. On n'a pas vraiment d'accompagnement, je vais dire, par rapport au retour. On a fait, dans les 4 dernières années, on a fait des dizaines de révisions de diagnostics dans le même contexte que celui que vous évoquez, où on est parvenu vraiment à un résultat diagnostique. Et c'est extrêmement important parce que dans certains cas, effectivement, ça permet d'adapter complètement la prise en charge. Et dans d'autres cas, ça permet vraiment de connaître directement quelle est la maladie. Donc de toute façon, c'est important de le faire. Mais je vous le dis, si vous m'adressez vos prélèvements à moi ou à un autre laboratoire dont je vous donnerai le nom, si c'est selon la région dans laquelle vous êtes, ce sera fait. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'accord. Merci. Merci. J'ai bien conscience combien c'est frustrant d'interrompre ce débat. Malheureusement, c'est un petit peu ça, les journées des familles. Les choses sont très séquencées. Cependant, Nicolas Lévy, Chara Matarian restent présents sur l'espace de rencontre médecins, scientifiques, familles, chercheurs. Donc, vous pourrez les retrouver dans les pavillons 1 et 2 jusqu'en fin de journée pour continuer de discuter. Merci à vous et très bonne journée des familles.